à tous et bienvenue sur Sport 365. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Business réalisé comme toutes les semaines en collaboration avec le quotidien Les Échos, représenté aujourd'hui par Christophe Paliers. Bonjour Christophe. Bonjour David. Alors Christophe, cette saison, on va évidemment parler de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule actuellement en Angleterre, une compétition qui est devenue au fil des années très rentable pour les organisateurs. On va le voir avec l'évolution des revenus. On peut même carrément parler d'explosion, puisque grosso modo, c'est multiplié par 150 depuis la première édition historique de 87, avec, on s'en souvient, une petite douzaine d'équipes invitées. On n'est pas encore dans le rugby professionnel à ce moment-là. Ah non, pas du tout. Non, on est dans le monde amateur. On l'a presque improvisé en fait à l'époque. Et finalement, cette compétition aujourd'hui est un événement planétaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Coupe du Monde a permis le développement du rugby qui s'est mondialisé. Et qui dit mondialisation fait qu'on a toujours plus d'attractivité. Donc il y a des sponsors, de gros sponsors qui viennent. On va citer entre autres la Société Générale, certes partenaire historique du rugby, mais elle fait partie des partenaires majeurs de World Rugby, l'association mondiale. On a Mastercard, on a Land Rover, puis aussi il y a des partenaires spécifiques pour cette Coupe du Monde, et notamment Coca-Cola, qui est quand même un grand partenaire des événements sportifs internationaux, donc c'est quand même un signe de reconnaissance. Et puis, peut-être qu'on en reparlera, mais il y a aussi des Japonais qui sont là. On a 4 marques japonaises, Toshiba qui était déjà présent, et 3 autres sont arrivés, et ça montre bien cette mondialisation. Et donc, on a une explosion des revenus. Juste un chiffre, pour cette année, on aura un montant record, c'est estimé, mais quand même de l'ordre de 250 millions de livres de revenus pour les revenus commerciaux, donc les sponsors, la télé, etc. Et c'est beaucoup plus que lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde en France, qui était le dernier record, puisque grosso modo, on a plus de 100 millions. C'était en 2007. Absolument. Des revenus donc qui explosent grâce, on l'a compris, à la présence des sponsors, mais également grâce à l'augmentation des droits télé. On va le voir avec l'augmentation justement de la couverture télé. Là aussi, ça a explosé. Et ça, là, pareil, mondialisation du rugby. 17 pays au départ, on en a 207 aujourd'hui, donc évidemment… En gros, c'était l'Europe et puis les trois pays du Sud. Voilà, les pays historiques du rugby. Et aujourd'hui, le rugby est diffusé partout. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on densifie finalement la couverture audiovisuelle, mais en plus, il y a toujours plus de live. Par exemple, pour la première fois cette année, on aura la finale en direct aux États-Unis. Et pareil, il y a eu un accord exclusif avec un diffuseur au Brésil pour densifier la couverture, parce qu'en fait, World Rugby est très soucieux justement d'accroître cette visibilité du rugby, puisque c'est à la fois un phénomène de développement derrière, et puis évidemment derrière, il y a un phénomène commercial. Oui, et puis une visibilité qui peut permettre au rugby également de continuer son expansion, d'autant que de nombreux territoires sont encore à conquérir et donc de nombreux marchés. On va le voir là aussi avec le nombre de pays membres de World Rugby, qui est donc l'organisation internationale qui régit le rugby. On est très loin du football, ce n'est pas une surprise, mais en revanche, Christophe, on le voit, on est également très loin du basket, la FIBA, de l'IHF qui gère le hand, et qui sont plutôt deux sports qui se battent à armes égales avec le rugby, en tout cas en France. Certes, mais il faut quand même noter l'expansion très rapide du rugby dans le monde. C'est lié à la Coupe du Monde, forcément, toujours plus diffusée. Et puis aussi une volonté presque farouche de World Rugby de diffuser cette pratique. Donc il y a des gros programmes de développement, formation, de cadres, animation de tournois régionaux dans le monde entier, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Et puis il y a un nouveau levier dont on parlera surtout, ou plutôt beaucoup plus l'année prochaine, le rugby à 7, qui devient un sport olympique. Et World Rugby a poussé, donc c'est Bernard Lapassé, son président, qui a poussé la discipline olympique rugby à 7, et ça va être un formidable levier, notamment en Asie. Il y a un tournoi très célèbre à Hong Kong, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens qui s'intéressent au rugby à 7, qui est extrêmement attractif, très rapide, spectaculaire, basculent très rapidement dans le 15. Et donc, ça pourrait donner, effectivement, ça pourrait être une porte d'entrée avec des règles quand même beaucoup plus accessibles au rugby à 15. Absolument. Et si je peux me faire une petite parenthèse, permettez-vous, l'an dernier, parmi les nouveaux membres associés à la World Rugby, on a le Costa Rica. Donc vraiment, le rugby est en train d'arriver dans des petits pays inattendus. Est-ce qu'il ne reste que des terres qui restent quand même assez hostiles, j'allais dire, ou difficiles d'accès ?
pas difficile d'accès, mais ça, il faut développer la pratique. C'est l'Afrique, par exemple, mais le World Rugby est très attaché. Et puis, on a quand même quelques pays historiques. Il y a du rugby au Sénégal, il y a du rugby au Maroc. Ça se sait peu. Hein. Oui, oui. Mais bon, il faut évidemment un accompagnement. Et c'est donc tout l'enjeu des gros programmes de World Rugby qui investit une bonne centaine de millions de livres. Il y a un programme en cours en ce moment, là, sur 3 ans, grosso modo, un peu plus même, plus de 100 millions de livres, qui est uniquement consacré à ça. La formation, le développement, financement de tournois régionaux. Parfait, merci Christophe pour ce point sur ces enjeux de la Coupe du Monde 2015. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour un nouveau Sport Business.